Bonjour à toutes et à tous d'être venus à notre réunion publique qu'on a organisée aujourd'hui. Euh, Nous sommes ici en compagnie participative de mes colistières et colistiers de la liste, dont je vois la grande majorité. Je vous remercie pour votre soutien, votre confiance en moi pour faire partie de ma liste en tant que moi tête de liste, et aussi de notre sénatrice des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, représentant des Français du monde entier, qui est donc une vue globale des Français de l'étranger, qui est toujours intéressant à découvrir. L'objectif de notre rencontre ce matin est de faire un point sur cette année de pandémie difficile que nous avons tous vécue et que nous continuons à vivre. Ça touche tout le monde de façon différente. Et en tant qu'élu, je sais que beaucoup de concitoyennes et de concitoyens ont souffert de cette situation de fragilisation économique, d'isolation, de ne pas voir de famille ou d'amis pendant des grandes périodes. Alors l'effet psychologique, les pertes financières, les pertes d'emploi, les difficultés aussi concernant la scolarisation des enfants et le paiement, même des écoles, les familles déchirées. On a eu plusieurs fois des commissions extraordinaires en tant que conseil pour réévaluer les nouvelles circonstances diminuées de chaque famille qui était en difficulté, et que ça continue. En tant qu'élu de proximité, j'essaie d'être présent et à l'écoute pour aider les gens. J'ai énormément de retours avec des problématiques que j'essaie de résoudre. Nous avons sur notre côté nord-ouest aussi connu des feux de grande ampleur qui s'aggravent à chaque année. Là, en ce moment, avec une année de sécheresse, quatrième année de suite de sécheresse, on craint de nouveau des incendies qui vont très bientôt se déclencher. Je suis chef d'îlot de Solano County et j'ai coordonné avec la dernière incendie qui a eu lieu en pleine pandémie, l'information et la remontée d'informations auprès du consulat. J'étais en contact direct avec les ressortissants de mon îlot. Je veille le périmètre des incendies quand ils sont proches de chaque famille. Alors, dès qu'ils sont à moins d'1 kilomètre, je leur contacte directement pour être sûr qu'ils suivent les consignes des autorités locales d'évacuation. Et j'ai eu rassuré que tout le monde s'en est bien sorti. Pour les retraités, par exemple, j'ai alerté les autorités concernant les retraités dont les pensions avaient été suspendues car leur certificat de vie était arrivé hors délai. Il y avait une période où la demande de certificat de vie a été suspendue, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis ensuite, or en plein pandémie, vous vous doutez bien que l'acheminement de courrier est compliqué, surtout vu que le service postal aux États-Unis est sous attaque. J'ai aidé un grand nombre de concitoyens avec leurs documents d'identité en travaillant en partenariat avec le consulat pour faire avancer les dossiers urgents. Il y a eu une hausse très importante de demandes de passeport euh, qui a vraiment saturé le système pour la livraison de passeport, pour la prise de rendez-vous qui a été modifiée pour le dispositif de Covid qui est très compliqué. Cette année fut et continue à être compliquée pour beaucoup d'expatriés. Et j'aimerais bien justement laisser la parole à Hélène Conway-Mouret pour nous faire un retour et un bilan sur cette année passée, et aussi reprendre aux questions que j'ai reçues ainsi que mes colistiers. Hélène, je te laisse la parole. Merci, merci Serge. D'abord, merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous et de vous dire que bon, je préférais bien sûr être en personne, mais comme tout citoyen aujourd'hui, eh bien, nous sommes bloqués. Chez nous, nous avons un couvre-feu, nous avons des restrictions de circulation qui vont dans le sens, eh bien, je crois, des mesures qui sont prises pour essayer d'enrayer l'épidémie. Alors, c'est vrai que cette épidémie a changé énormément de choses, beaucoup de choses pour nous dans l'exercice de notre mandat, puisque notre circonscription est planétaire
et que j'ai pour habitude d'aller au contact de mes conseillers des Français de l'étranger. Alors quand je dis mais, c'est un peu possessif, c'est parce que je suis responsable en effet de cette réforme en 2013 qui a vu la création en effet des conseillers. Alors nous les avons appelés dans un premier temps consulaires parce que nous avons pensé qu'ils étaient l'équivalent des conseillers municipaux en France, et comme il n'y a pas de mairie à l'étranger, mais des consulats, c'était donc des conseillers consulaires, prêtait un petit peu à confusion dans l'esprit de beaucoup qui pensaient que les conseillers consulaires travaillaient au consulat, et donc nous avons changé récemment la terminologie pour qu'ils s'appellent comme les sénateurs et les députés, c'est-à-dire des conseillers des Français de l'étranger. Voilà. Et donc, c'est sur la base du travail qui est fait sur le terrain, des élus locaux, des élus de proximité, et c'est ce que j'avais souhaité, que nous pouvons, nous, parlementaires, eh bien, avoir d'abord une évaluation des besoins localement, comment les décisions qui sont prises à Paris impactent réellement sur le terrain. Et grâce à cette remontée, eh bien, par le travail législatif que nous faisons, le travail aussi de contrôle de l'action du gouvernement qui se fait par le biais d'un certain nombre de questions, questions écrites, orales, questions au gouvernement ou courriers, que nous pouvons rectifier certaines des décisions qui sont prises, voire les faire changer et aller vers une solution qui eh bien, satisfasse nos compatriotes. Voilà. Donc, l'année qui vient de se passer été une année très difficile pour tout le monde. Je pense que personne n'a été épargné, aucune catégorie d'âge, qui ont été impactées de façon différente, pour des raisons différentes. Euh, mais tu l'as très bien rappelé, Serge, il y a eu beaucoup de souffrances dues à l'isolement des personnes, avec des écarts finalement qui ont plongé dans encore plus de précarité ceux qui étaient déjà vulnérables parce qu'ils se sont retrouvés isolés. Et donc, nous avons voté un certain nombre de budgets rectificatifs, parce que vous savez que le Parlement vote le budget à la fin de l'année pour l'année suivante. C'est voté début décembre. Et ensuite, le budget est utilisé dans l'année qui suit. À ceci près que le budget qui avait été voté n'était absolument pas suffisant, parce que nous avons eu besoin de revoter pratiquement tous les 2 mois un budget rectificatif pour apporter de nouvelles aides, de nouveaux crédits et abonder, et cela a été fait également pour les Français de l'étranger, des aides, alors aides sociales, aides d'urgence. Ce qui est à noter, c'est que celles-ci n'ont pas été utilisées. Il y a eu un défaut d'information de la part des consulats qui, eux aussi, sont retrouvés impactés par l'épidémie, avec des fermetures de consulats ou du travail en, du télétravail qui a fait que on s'est aperçu que, par exemple, les logiciels qui sont utilisés ne peuvent être utilisés que dans les bureaux parce qu'ils sont cryptés, et que les agents consulaires qui travaillaient chez eux, eh bien, étaient dans la capacité de faire un certain nombre de tâches. Voilà. Donc, pour vous dire que nous avons apporté toute l'aide que nous pouvions par différents crédits. Ceux-ci n'ont pas forcément été utilisés, mais nous sommes en train de voir où il y a eu des fautes, enfin des problèmes d'information, et comment les élus locaux, finalement, se sont retrouvés en première ligne. Quand on a parlé des premiers de tranchées, c'était un petit peu eux, parce que les gens étaient à la peine d'informations. Ils avaient besoin d'informations fiables, parce que vous savez très bien que toutes sortes de rumeurs peuvent être lancées sur les réseaux sociaux, et qui ont souvent vocation à accentuer l'angoisse des personnes plutôt que de l'apaiser, alors que nos élus locaux, nos conseillers, eux, eh bien, avaient accès de toute façon à l'information officielle, et pouvaient la transmettre et rassurer et essayer, comme Serge vient de le décrire, eh bien, de résoudre des problèmes personnels. Donc, c'est un travail absolument essentiel qui a été remarquable et remarqué par tous. Moi, je dois avouer qu'en tant que parlementaire, l'essentiel de mon travail est inspiré par les remontées de terrain de nos conseillers, qui nous alertent. Alors, pas simplement, alors parfois ce sont des problèmes personnels, mais quand le même problème personnel
est démultiplié, vous vous rendez compte que, de fait, c'est un problème collectif et qu'il faut y apporter une réponse, parfois par la loi, parfois par une circulaire, c'est ça l'ordre du réglementaire, mais nous avons, nous, la capacité de saisir le ministre de tutelle et de faire en sorte que celui-ci prenne la décision, adéquate. Donc il faut voir, notre organisation comme une chaîne humaine dont l'ancrage essentiel est l'élu local, l'élu de proximité, qui lui est à la fois là pour répondre localement à la communauté, mais également est un lanceur d'alerte pour nous et qui nous saisit. Nous agissons sur la base des informations que nous avons auprès des décideurs et quand la décision est prise, eh bien, finalement, le problème est résolu et c'est l'élu local qui a gagné finalement sa bataille pour pouvoir résoudre les problèmes. Voilà, je ne veux pas être plus longue, vous dire simplement, parce que je crois qu'il y a des questions, simplement vous dire que les questions aujourd'hui sont centrées beaucoup sur les retraites. En effet, les certificats de vie et les problèmes avec le changement qui a été imposé dans le temps et qui pose de très graves problèmes, les questions de fiscalité, et puis bien évidemment la question de mobilité et de vaccination. Voilà, donc moi simplement pour vous donner un exemple, parce que j'ai participé à une réunion similaire à celle-ci au Royaume-Uni, euh, sur les questions de vaccination. Est-ce qu'un Français qui rentre, puisque le ministre l'avait annoncé partout en disant voilà, tous les Français qui sont à l'étranger et qui rentrent en France pourront se faire vacciner, eh bien c'est savoir comment. Et savoir aussi si la personne a été vaccinée à l'étranger, comment celle-ci peut faire reconnaître son document étranger, qui n'est pas forcément lisible ou compréhensible par les personnels des aéroports ou ceux qui doivent vérifier qu'ils comprennent bien que la personne est vaccinée. Donc, j'ai saisi 2 fois cette semaine le ministère sur la nécessité, au-delà de l'Union européenne, où on doit avoir un passe sanitaire, un passeport sanitaire, enfin je ne sais pas quel terme va être finalement utilisé, mais que celui-ci soit bien à l'international et pas simplement européen. Parce que sinon, bien sûr qu'il y a cette facilité au sein de l'Union européenne se déplacer, mais il est absolument essentiel qu'un Français rentrant de Californie et étant vacciné puisse immédiatement être reconnu comme tel quand il se présente en France. Voilà. Donc, et qu'on ait une sorte de code universel, key code ou je ne sais pas trop quoi, qui pourra être inventé et qui pourra servir. Donc voilà, nous sommes à la fois dans la réaction, mais aussi dans l'anticipation. Voilà, donc je m'arrêterai là parce que je pense que l'important, c'est vos questions pour que Serge puisse répondre localement et puis s'il y a besoin de compléter ou de vous donner d'autres informations, je le ferai bien volontiers. Merci. Merci Hélène. Ça vient une question à ma tête que peut-être tu peux répondre tout de suite. C'est le fait qu'il me semble qu'il y a une démarcation entre les Français qui se trouvent à l'étranger dans l'espace européen et ceux qui se retrouvent à l'extérieur. Et souvent, quand on est à l'extérieur de l'espace européen, on est désavantagé en beaucoup d'endroits. Et si c'est pas exprès, mais des conséquences pas prévues quand les lois sont faites. Oui, c'est vrai dans le sens que les directives européennes sont appliquées dans l'ensemble des pays. Et donc, quand une décision est prise sur faciliter la mobilité, avec le fait que les frontières aient disparu entre les différents pays, fait que eh bien, cette directive-là est appliquée à tous. Et de fait, on n'a pas besoin de légiférer différemment. Et donc, la tâche qui nous revient aujourd'hui, et par exemple pour le passeport sanitaire, et je ne suis pas la seule, parce que je sais qu'à l'Assemblée, ils s'en occupent aussi, mais moi, je me suis immédiatement saisie de ce dossier pour dire, attention, c'est bien que nous puissions voyager au sein de l'Union, mais quid de nos Français, de nos millions de Français qui sont à l'étranger quand ils rentreront, quelle passe est-ce que l'Union européenne, collectivement,
peut négocier avec les États-Unis, avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec voilà, des gros blocs. Et de se dire qu'il y a compatibilité et qu'on pourra scanner et reconnaître immédiatement le passeport sanitaire, quelle que soit la langue dans laquelle il est écrit et quel que soit le vaccin et ainsi de suite que la personne puisse avoir. Oui, c'est une question parce que j'ai remarqué hier dans la nouvelle que l'Espagne va permettre les touristes britanniques qui sont plus euh, techniquement en l'espace européen de voyager en Espagne à partir du mois de juin pour le tourisme. C'était une idée unilatérale d'Espagne ou est-ce qu'ils ont fait ça en accord avec d'autres pays dans l'espace Schengen? Bon, l'Espagne est particulière parce que il y a énormément de ressortissants britanniques, comme pour le Portugal, et malheureusement le Portugal s'en est aperçu à Noël parce que il y avait une énorme vague de ce variant britannique qui sévissait dès le mois de novembre, et donc tous les Britanniques sont allés en vacances de Noël au Portugal, si bien que le Portugal se retrouve fermé maintenant depuis Noël pratiquement. Ils sont dans un confinement très très dur, sans pouvoir sortir de chez eux parce qu'ils ont une vague terrible de ce variant anglais qui est venu les infecter par dizaines de milliers. Donc là, l'Espagne compte sur le fait qu'une grande partie de la population britannique est vaccinée. Ils n'ont pas les mêmes règles que chez nous, puisque les restaurants, par exemple, sont ouverts, alors que chez nous, les restaurants, malheureusement, sont toujours fermés. Bon, on doit avoir des annonces qui vont être faites, mais enfin, ça fait quand même des mois que la culture est complètement à l'arrêt, tout ce qui est tourisme est complètement à l'arrêt aussi. Donc, l'Espagne a fait un autre choix que nous. Est-ce que je peux poser une question? Donc, je l'avais mise dans la conversation. Merci Mika d'avoir ouvert mon micro, c'est très gentil. Donc, c'était la question par rapport à ce passeport vaccin. On sait s'il y a des discussions en ce moment entre l'Europe et les États-Unis, puisque ici, on est vraiment en train de parler d'un passeport vaccinal, on en parle aussi en Europe. Est-ce qu'il y a des discussions pour que ce soit compatible sur des applications internationales ou quelque chose comme ça? Il faudrait peut-être fermer les autres micros, hein. Voilà, oui, j'espère avoir entendu votre question. Oui, alors moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours au niveau européen, ça c'est certain, hein, pour essayer de… Alors, d'abord, il n'y avait pas d'accord, et notamment la France n'était pas du tout d'accord pour avoir un passeport sanitaire. Mais dans ce passeport sanitaire, il y a à la fois ceux qui sont vaccinés, mais également ceux qui sont… attendez, moi j'ai… Oui, voilà. Ceux qui ont un test PCR de moins de 48 heures ou de 72 heures. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger les gens d'abord à se vacciner, premier point. Et deuxième point, nous n'avons pas suffisamment de vaccins aujourd'hui pour vacciner tout le monde. Donc ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas eu droit au vaccin ne pourraient pas bouger. Et ça veut dire, en France, en tout cas, tous ceux qui ont moins de 55 ans. Donc ça fait quand même une grande partie de la population. Donc ce passeport sanitaire ne peut pas être appliqué de façon unilatérale aujourd'hui, et ça sera simplement un indicateur qui commencera à faciliter les choses une fois que les vaccins seront plus largement disponibles, et surtout qu'une plus grande partie de la population aura été vaccinée. Mais on acceptera et on va continuer à accepter les tests PCR pendant assez longtemps. Mais moi, ce sur quoi je milite, c'est qu'au-delà, parce qu'une décision va être prise et un accord va être très rapidement trouvé, c'est que immédiatement, on travaille sur qu'il y ait une coopération avec l'ensemble du monde pour que l'ensemble des passeports, on va les appeler comme ça, sanitaires, puissent être compatibles et reconnus. Voilà, c'est ça qui est important. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été envoyées? Bête, une question. Oui, ça n'a rien à voir avec le passeport sanitaire. Hélène, bonjour. C'est au niveau des certificats de vie et de la sécurité sociale. Je savais que ça existait dans certains pays, mais j'ai été confrontée récemment
à un problème qui touche pas mal de retraités résidant à l'étranger, à savoir que lorsqu'on va sur le site de la Sécu et qu'on entre donc son info, le site ne nous reconnaît pas. Une de mes amies n'existe plus. Et je sais qu'Annie Michel a fait bouger un petit peu les choses, mais est-ce que ça bouge? Est-ce que, enfin, je sais pas. Voilà. Alors, Annie Michel est bien sûr la grande spécialiste et je te salue Yvette, je suis ravie de te voir en pleine forme, ça me fait très plaisir. Oui, Annie est celle qui a les dernières informations et qui est la plus en pointe sur les réponses qu'on peut apporter. Nous, ce que nous avons, c'est aujourd'hui un gros souci pour nos retraités qui, à cause du certificat de vie et du changement de passer de 3 mois à 1 mois, fait qu'ils se retrouvent dans un embarras terrible parce que tous ne sont pas connectés. La numérisation à outrance, qui est une bonne chose parce que ça peut aider un certain nombre de personnes, mais ça coupe les autres finalement de leurs droits parce que eux doivent continuer à passer par le papier, par la poste et ainsi de suite. Et donc, quand on réduit de 3 mois à 1 mois le temps pour recevoir l'information, bah, c'est parfaitement impossible. Alors, 1 mois, c'est peut-être possible entre les pays européens. Là, ça revient à ce que Serge disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une non prise en compte, finalement, de gens qui vivent à l'extérieur de l'Union européenne et que ceux-là sont oubliés. Donc, ce qui vaut pour l'Union européenne doit valoir pour le reste du monde et ce n'est pas le cas. On aimerait bien que pour la CSG, CRDS, finalement, ce qui vaut pour l'Union européenne vale pour le reste du monde, hein, mais ce n'est pas acquis. La Cour européenne a sanctionné la France très justement. Ça faisait des années qu'on l'attendait. Là, on nous a expliqué que le gouvernement avait, dans sa grande générosité, finalement aboli la CSG pour les ressortissants français qui vivent en Europe, mais ce n'est pas qu'il a aboli, ils étaient obligés de le faire. La France a été sanctionnée par la Cour de justice européenne. Donc voilà, c'était simplement une décision de justice qui a été appliquée. Donc voilà, donc on a ces soucis et c'est très important que là j'ai noté, hein, savoir pourquoi quand on va sur le site, la personne n'existe plus. Si elle existait avant, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu je vais poser la question, hein, est-ce qu'il y a eu un changement de logiciel qui a fait que certaines personnes ont été éliminées? Je ne sais pas. Une chose que j'ai remarqué avec la pandémie, surtout par exemple la saturation de demandes de passeport, ça a vraiment démonté la coupure budgétaire des personnels qu'on a depuis des années au consulat. Et le fait, bon, c'est un double dilemme parce que le budget du consulat est basé sur le nombre d'inscriptions, mais on évalue que les Français résidant dans la circonscription est au moins le triple de ceux qui sont inscrits. Alors chez nous, c'est presque 30 000, qui veut indiquer qu'il y a au moins 100 000 Français dans la circonscription et que le consulat est en train de desservir 100 000 Français avec un budget prévu pour desservir que 30 000. Et déjà, c'est un budget qui ne desservit pas bien un nombre de 30 000 de Français. Est-ce que le gouvernement est reconnaissant du fait que le personnel est déjà stressé au maximum pour essayer d'accomplir leurs fonctions au bénéfice des Français et qu'il y a un intérêt de remonter le nombre de personnel dans les consulats? Alors là aussi, j'ai posé une série de questions au ministère sur ce point, parce que ça fait des années que ce ministère, qui par ailleurs a un très petit budget, eh bien, est celui qui fait des économies énormes et ces économies sont prises sur la masse salariale, bien sûr, puisque c'est c'est l'essentiel des dépenses, hein, et donc par la suppression de postes, où chaque année, eh bien, des postes ont été supprimés. Là, c'est la première année où il y a eu un gel des économies demandées parce que le ministre a fait valoir, et à juste raison, que pour traiter eh bien, la situation de crise, on avait besoin de personnel dans les consulats.
Or, depuis 2017, il y a quand même eu 250 postes supprimés et sur l'ensemble du quinquennat, plus de 400 devaient être supprimés. Bon, donc là, ma crainte, c'est que comme il n'y a pas eu de suppression dans le budget de cette année, c'est-à-dire pour 2021, est-ce qu'on va nous présenter une augmentation de la suppression des postes demandés dans le budget suivant, c'est-à-dire en décembre 2021, qui sera appliqué sur l'année 2022, voire 2023. Bon, on a la chance d'être en année électorale, donc on aura peut-être encore un gel pendant une année supplémentaire, mais c'est vrai que moi, je regrette vraiment que l'on n'ait jamais pris en compte que c'était un ministère où l'humain est central. Supprimer, par exemple, la centrale, le standard téléphonique. Parce qu'on pense qu'en effet, il est plus important de conserver l'agent préposé à l'état civil et au visa que la personne qui répond au téléphone. Ben, ça peut être une catastrophe pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre leur rendez-vous par Internet et qui soit se déplacent, soit téléphonent au consulat pour avoir un rendez-vous. Et on voit que petit à petit, toute la partie de contact humain disparaît, où les agents qui restent sont préposés dans des bureaux aux tâches qui sont absolument essentielles, c'est-à-dire passeport, visa, état civil et enregistrement. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce contact. Le contact disparaît au fil du temps. Et moi, je le regrette profondément parce que ça éloigne d'autant plus nos compatriotes de leur administration, où ils ont affaire soit à un ordinateur, un écran, hein, ils remplissent leurs papiers, ils s'enregistrent, servicepublic.fr et ainsi de suite. Et donc, on revient aux élus. C'est pour ça que les élus sont d'autant plus importants parce qu'eux restent là et ils ont de plus en plus de travail. Et on a vu beaucoup d'élus, finalement, non pas faire le travail des consulats parce que ce n'est pas du tout les mêmes tâches ni les mêmes fonctions, mais faire ce travail de contact, d'information, d'accompagnement. Et moi, je crains qu'il y ait une reprise et qu'elle soit un peu forte parce que nous allons quand même avoir une crise économique sans précédent à gérer et que ce pauvre ministère, il est plus facile de supprimer un poste au consulat dans des pays lointains que de faire des économies dans l'école du coin. Oui, c'est mon expérience ici à San Francisco, surtout par exemple quand il y a eu l'idée de dématérialiser l'état civil, de découper, d'enlever la compétence de chaque consulat et puis de diviser la côte est, côte ouest à Los Angeles. Et le fait qu'il n'y a pas de standard, personne ne peut téléphoner, les ressortissants envoient leur dossier à l'aveugle sans conseil pour avoir le dossier renvoyé incomplet, sans explication. Et c'est là où, oui, j'ai de plus en plus d'interpellations de gens qui me contactent avec des soucis. Et je trouve que je suis obligé de leur expliquer la psychologie bureaucratique, pourquoi il faut un acte de naissance intégral de moins de 3 ans, de moins de 3 mois. Ce sont des choses qui ne sont pas affichées sur les sites. Alors le français moyen qui voit ça ne comprend pas ce qui est demandé dans un dossier. Et sans ce contact humain, ils sont perdus dans le vide. Je ne sais pas comment on peut améliorer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme nous sommes dans une logique de numérique. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne soit pas en capacité aujourd'hui de créer un coffre-fort numérique pour les personnes. Et moi, ça fait des années que je me bats, par exemple pour les caisses de retraite, de n'avoir qu'un seul document authentifié et original qui soit envoyé à l'ensemble des caisses. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce besoin où chacun est dans son bureau et a besoin d'avoir le document authentique? Donc, au lieu d'en avoir un, on en a 3, 4, 5 parfois.
Alors que si on avait un coffre-fort numérique où le document qui est le document officiel se trouve, eh ben, ça serait à chaque caisse d'aller chercher ce document et on arrêterait avec cette histoire de certificat de vie où aujourd'hui on demande dans certains pays aux autorités locales de signer ce certificat de vie, mais ils le refusent. En Allemagne, par exemple, les autorités allemandes ont dit on n'a pas à signer un papier français. C'est aberrant. Si la personne est en vie, eh ben, vous allez au consulat, dans votre consulat, montrer que vous êtes en vie ou devant je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas à eux de le faire. Donc, on est en train, là, parce qu'on a de moins en moins de gens, donc on a dit, oh là là, les consulats sont complètement débordés, donc maintenant, ils ne s'occupent plus des certificats de vie. On supprime les missions les unes après les autres pour être sûr que les agents consulaires qui restent dans les consulats soient en capacité de faire tout ce qu'ils ont à faire et ils font beaucoup. Et donc, on se repose sur des autorités locales pour finalement nous aider. C'est comme si on, on sous-traitait euh, aux Allemands, aux Espagnols, aux Américains le fait de faire une administration, de gérer une administration. En plus, parfois, c'est payant aussi, que nous devrions assumer. Mais allons jusqu'au bout. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses qui sont quand même assez simples. On a un certificat de vie, il est tamponné, il est authentifié et il doit servir à tout le monde. Et après, c'est aux caisses de retraite de se débrouiller. Et pas à ce pauvre retraité qui va en faire un, qui va en demander un deuxième, qui va en demander un troisième, et aujourd'hui qui est dans l'incapacité de toucher sa retraite parce que la poste, tout ça est envoyé par la poste et que la poste, dans le mois, ne permet pas de faire l'aller-retour pour qu'il touche sa retraite. Enfin, tout ça est scandaleux. Est scandaleux. Et ce sont des gens qui touchent des retraites. On en parlait avec nos amis grecs la semaine dernière, puisqu'on avons une réunion avec Chantal Pichal, qui disait que des gens aujourd'hui qui ont des petites retraites de 250 euros par mois et qui en ont besoin, eh ben, sont bloqués. Donc, on est en train de se battre partout dans le monde entier pour ces certificats de vie et donc pour les retraités. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je voulais ajouter quelque chose, Hélène, si tu me permets. Ici aux États-Unis, ouais, tu peux faire effectivement authentifier ton certificat de vie dans un bureau qui s'appelle notariat. Enfin, c'est pas la même chose, mais enfin bref, c'est un truc qui certifie. Sauf que certains bureaux refusent de le faire dans certains quartiers. Donc récemment, j'ai redirigé une adhérente sur un bureau près de chez moi. Donc, disons qu'elle a dû faire une demi-heure de route, qu'elle a dû payer aussi, hein, parce que c'est payant, pour le faire. Alors que, bon, voilà, ça n'a pas de sens. Donc, si les conseillers pouvaient être habilités à les signer, ces certificats, ça aiderait énormément. Ils le sont. Enfin, moi, je me souviens très bien parce que j'avais négocié ça avec Marisol Touraine, qui était à ce moment-là ministre de la Santé et qui avait validé le fait, en effet, que c'était possible. J'ai un document. Alors après, tout ça n'a pas été traduit ou l'administration a trouvé que c'était beaucoup trop simple et donc a décidé de pas le traduire en directive. Mais je sais que certains conseillers consulaires le font depuis toujours et que c'est accepté par les caisses. Ah, ça, c'est bon à savoir. Je peux confirmer que le consulat à San Francisco, la chef de chancellerie, pour ceux qui ont des difficultés à faire signer leur certificat de vie, ils acceptent des rendez-vous pour le faire au consulat actuellement. Mais de toute façon, ils sont obligés de le faire parce que les gens qui sont complètement coincés, même si on leur a dit qu'ils ne pouvaient plus le faire, ils le font parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens dans l'embarras de ne pas toucher leur retraite. Et de mon côté, j'anticipe de passer le concours de Notary Public, c'est un concours d'une journée, pour me permettre de signer les certificats de vie en tant que Notary Public pour les ressortir. Ah oui, bien. Milka. Bonjour, oui, merci, c'est vraiment intéressant tout ce qui est en train de se dire. Je voulais aller confirmer un peu ce qu'évoquait Serge Morel sur en fait, le manque de moyens, puisque moi j'habite à Seattle. La circonscription dans laquelle nous sommes est très vaste, hein,
Oui. Les gens de Seattle, il y a de plus en plus de Français à Seattle et beaucoup se plaignent, déjà, de ne pas avoir de service consulaire à Seattle. Certains, quand la frontière était ouverte, sont obligés d'aller à Vancouver. C'est plus près d'aller au Canada à Vancouver que d'aller dans sa propre circonscription. Et là, bon, les tournées consulaires ont finalement repris, mais les rendez-vous étaient pris d'assaut. Et en fait, je me retrouve avec plein de Françaises et de Français qui ne peuvent pas avoir de documents, de passeports, les remettre à jour. Donc, ils ne savent même pas quand il y aura d'autres réunions consulaires. À un moment, certains ne pouvaient pas se déplacer à San Francisco, puisque San Francisco, enfin toute le county, bloquait en fait l'entrée de ressortissants en dehors de leur county ou de la Californie pendant la crise du Covid. Donc, c'était vraiment un vrai problème. Donc, je rebondis juste, c'était vraiment un témoignage sur cette disparité entre les moyens et l'étalement aussi de la circonscription. Et un peu de vivre comme un Français de seconde zone, déjà qu'on est expatrié, mais en plus on est expatrié à Seattle et pas à San Francisco. Ça commence à être un peu compliqué, je trouve. Non, mais c'est important et on voit bien les limites de ces coupes budgétaires, en fait. Hein, et du fait d'avoir finalement vidé progressivement les consulats de leur personnel, fait que aujourd'hui, l'organisation d'une tournée consulaire est très problématique. Parce que ça veut dire que ceux qui sont en tournée consulaire ne travaillent pas dans le consulat, qui est eux aussi débordé parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour tout traiter. Donc, et on comptait sur les tournées consulaires pour justement remédier à cette distance que certains peuvent avoir avec le consulat général. Mais on voit bien qu'avec la crise sanitaire, d'abord, elles sont toutes arrivées elles étaient toutes annulées, bien sûr, on le comprend. Et qu'aujourd'hui, la reprise est dramatique pour des postes où il y a des gens qui sont par ailleurs épuisés aussi d'avoir été finalement dans une gestion de crise depuis 1 an. Hein. Seattle, c'est très compliqué parce que, en point de vue consul honoraire, Jack Cohen est passé à la retraite au mois de juin dernier, mois de juillet. Son remplaçant, qui était numéro 2 à la Chambre de commerce, parce que le consul honoraire à Seattle porte le double chapeau, consul honoraire et chef de Chambre de commerce, était ici en permis de travail et puis suite à la pandémie a perdu son travail, donc son permis n'est plus valable et dû rentrer en France. Deuxième personne a été nommée, mais on attend toujours l'accord du State Department pour reconnaître notre nouveau consul honoraire. On n'a pas un consul honoraire depuis presque 1 an. C'est devenu très difficile à Seattle. Ok, je poserai la question. Je poserai la question à savoir où ça en est. Hein. Merci. Parce que c'est vrai que, au fil du temps, finalement, on réussit à élargir les compétences des consuls honoraires. C'est très bien. Parce que ceux-là sont des bénévoles, mais jusqu'à présent, ils avaient des compétences vraiment très, très, très limitées. Hein. Ils pouvaient parfois délivrer des laissez-passer ou faire des petites choses. Bon, maintenant, on commence à leur donner la possibilité de, par exemple, remettre des passeports en main propre et d'éviter donc aux personnes d'avoir à faire une double comparution, parce que c'est le terme qui est utilisé dans le consulat général, avec parfois des heures d'avion la première fois pour aller faire la demande de passeport, la deuxième fois pour aller le retirer. Enfin, bon, là aussi, on est tombé sur la tête. Si la personne a bien prouvé son identité pour son passeport, elle n'a pas besoin de la prouver une deuxième fois en allant le chercher. Enfin, bon, c'est assez aberrant. Mais enfin bon, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui décide de ces règles. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. Donc, mais les consuls honoraires sont très importants parce qu'ils ont ils ont une fonction aussi d'accompagnement, de relais et ainsi de suite. On peut téléphoner directement quand il y a un souci. Ça peut aller jusqu'à un rapatriement sanitaire ou autre. Donc, ces personnes-là ont cette habilitation. Donc, je poserai la question. Super. Tu as levé la main, Laurent ou... Non. Je vais unmuter.
Merci Mika. Oui, je voulais faire deux remarques là-dessus. La première, c'est l'un des arguments que peut-être qu'il faudrait qu'on puisse arriver à développer auprès de l'administration française, c'est le fait qu'on est dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique et pour le changement climatique. Et la multiplication des transports tels qu'ils sont faits aujourd'hui, ben, pour moi, doit rentrer dans la même logique. C'est-à-dire on doit se poser des questions sur comment limiter l'impact carbone, par exemple, des différents déplacements qu'on crée pour les Français de l'étranger quand ils doivent aller chercher des passeports, quand ils doivent faire des démarches, etc. Et je pense que c'est peut-être un élément sur lequel il faut qu'on appuie peut-être encore plus parce qu'on est dans une dynamique où c'est des questions qui deviennent importantes et qui font sens à la fois pour les gens au local et les gens au national. C'était ma première remarque. La deuxième remarque, elle tient aussi sur la question de la force des consulats. Enfin, je pense aussi quelque chose qui est apparu depuis quelques années, c'est le glissement d'emplois statutaires à des emplois locaux avec des écarts qui se créent maintenant au sein des employés, au sein des mêmes consulats, qui sont à la limite de l'inadmissible. Enfin, c'est-à-dire des gens qui ont des vacances, 2 semaines de vacances, 3 semaines de vacances, parce que c'est le droit américain, d'autres qui ont des semaines. Enfin, c'est-à-dire on est dans un double système. Alors, je comprends la logique, hein, c'est-à-dire que si les gens essaient de se débrouiller comme ils pouvaient pour avoir des êtres humains en relation et en contact avec les populations, mais en même temps, on crée aussi une injustice sociale à l'intérieur de notre structure qui, à mon avis, ne fait pas honneur à la France, quoi. Mm. Alors, j'ai été ouverte, oui. Mais c'est deux points qui sont pour moi essentiels. D'abord parce que je pense que tout ce qui relève de l'écologie est un sujet qui est complètement transversal et qui doit se décliner absolument dans tout ce que l'on fait. Hein. Et donc, en effet, les déplacements, c'en est un. Pourquoi avoir 3 bureaux où on a des ordinateurs qui ne sont pas connectés les uns aux autres, et donc on a des agents qui vont imprimer pour donner à leur petit camarade dans le bureau d'à côté pour qu'il puisse saisir les informations dont il a besoin sur un logiciel qui est différent de lui, et ainsi de suite, parce que ça existe encore. Enfin, et là aussi, je veux dire, les tonnes de papier qui sont utilisées, et ce sont quand même des arbres que l'on coupe. Hein. Donc, c'est dans tous nos gestes, dans toutes nos actions, et je crois qu'on a besoin d'avoir cette réflexion et de se dire, ben voilà, on va connecter tous les ordinateurs et on va économiser tant de rimes de papier par an. Bon, l'isolement des maisons et ainsi de suite, mais en effet, l'impact pour les déplacements, je pense que c'est un argument valable justement pour aller dans le sens de ce que moi j'ai souhaité avec cette réforme, c'est-à-dire d'avoir des élus de proximité et non pas un élu qui va passer une fois par an parce qu'il va faire le tour de la Terre en avion. Hein, pour être au contact des gens, parce que c'est bien de te voir derrière un écran, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être autour d'une même table et d'échanger véritablement, enfin, pas simplement par écran interposé. Donc, les élus, c'est pareil, c'est des gens qui sont là, voilà. Et les consuls honoraires, c'est la même chose. Et les consulats, en effet, je suis d'accord avec ce glissement. C'est vrai, c'est un glissement vers. Mais tout ça n'est motivé que par des économies budgétaires. Ce sont des décisions comptables et rien d'autre. Hein. Quelqu'un à Bercy dit au ministère des Affaires étrangères, à la fin de l'année, vous me rendez 60 postes. OK ? Et donc, le ministre, le secrétaire général du Quai d'Orsay va regarder dans le monde entier en disant aux différents ambassadeurs, bon, vous allez me trouver une suppression ou deux dans votre poste diplomatique. Alors, on va supprimer peut-être le chauffeur, là, on va supprimer la standardiste, là, on va dire, bon, ils sont 3 à l'état civil, ben, peut-être qu'à 2, ils pourront tourner, donc on en supprime un. Et voilà, et ça se fait comme ça chaque année. Chaque année. Et alors, certains se disent, bon, ok, comme finalement, c'est pour faire des économies budgétaires, et vous avez tout à fait raison qu'un détaché, un diplomate qui est envoyé par la France n'a pas du tout le même salaire qu'un recruté local. Certains chefs de poste disent, bon, bah, on va recruter un recruté local et on ne va pas perdre la fonction. C'est-à-dire qu'on va continuer à pouvoir, en effet, faire travailler la personne, ceci près que la personne coûtera 3 fois moins cher que la précédente. Et là, on introduit
un vrai, une vraie inégalité parce qu'à travail équivalent, on a des gens dans un même consulat qui aujourd'hui ont des salaires qui sont sur une échelle qui va de 1 à 5. Voilà. Et c'est pas justifiable. On a eu cette situation pour les délégués, les agents culturels. On avait un agent qui était consacré à l'enseignement, qui faisait les contacts entre les universités et les écoles, qui était un attaché de l'ambassade. Et pour essayer de maintenir le poste avec les coupures budgétaires, la personne maintenant est en volontaire international, qui est très jeune, qui n'a pas d'expérience, et donc on perd, on perd elle fait très bien ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne, mais ça devient très limité tout d'un coup. Oui. Ça Et puis dessert. on a dit à certains consuls, par exemple, qu'ils devenaient aussi le directeur de l'Institut français et donc ils avaient 2 casquettes. C'est-à-dire qu'ils ont 2 fonctions sur une même tête. Alors, le problème, c'est que soit il est un très bon culturel, il gère très bien l'Institut français et il a des problèmes avec l'administration, soit c'est un administratif et la programmation culturelle en souffre. Hein, parce que, et je ne veux critiquer personne, mais d'avoir tous ces talents et toutes ces compétences sous une même casquette, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, certains se font mieux, mais ce sont des gens qui s'épuisent aussi parce qu'on leur demande d'assumer 2 postes en même temps. Là aussi, c'était pour des économies, pour faire des économies. Donc moi, je crois qu'il y a un vrai travail et ça, on l'a enclenché il y a déjà quelques années pour les recrutés locaux, pour défendre leurs droits et faire en sorte qu'ils soient traités correctement parce que là aussi, souvent, ils ne sont pas forcément les mieux payés. Enfin, moi, j'ai fait une analyse de l'emploi des recrutés locaux dans les différentes ambassades d'une même ville. Les Français ne sont pas forcément ceux qui payent le mieux leurs recrutés locaux. Non, on a eu le cas de personnel du consulat qui ont dû quitter à cause de problèmes financiers avec la salaire qu'on leur offrait. C'est très triste. Milka, tu avais une question que tu voulais poser? Oui, justement sur ça va un peu dans le même sens, la formation en fait des conseillers locaux en fait, des conseillers des Français de l'étranger. Est-ce que, enfin, j'ai vu que c'était possible, mais que finalement c'était pas vraiment appliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'était dans ma loi, hein, parce que tout élu a droit à une formation. C'est la loi française. Les élus, certains les ont demandés et les ont reçus. Beaucoup n'ont rien demandé et donc forcément, il ne s'est rien passé. Bon, mais là, il y a quand même des demandes récurrentes pour qu'elles ne soient pas simplement faites de façon ad hoc. Et donc, le ministère est en train de mettre en place des modules de formation pour les diplomates à distance, puisque il y a quand même des problèmes de mobilité aussi dans le ministère. Et donc, ces modules pourront être dispensés, ou en tout cas accessibles, par les élus. Mais si c'est bien sûr, c'est bien que c'est une sorte de formation, à savoir comment fonctionnent les différents services du consulat de l'intérieur, et c'est très bien. Mais moi, je souhaite que les élus de l'étranger soient traités comme les élus de France, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une formation politique, qu'il puisse y avoir accès aussi. Ce sont des élus au suffrage universel direct, ce sont des élus de la nation, et donc, voilà, ils ont les mêmes droits que les élus de l'Hexagone. Donc, on va voir après la mise en place, qui sera déjà une première étape, si le ministère euh, rend accessible l'information, que les élus ensuite eh bien, s'organisent et disent, ben voilà, moi quand je viens en France, j'aimerais participer à une formation de la SNESER ou de différentes... voilà, et ils ont droit à beaucoup, beaucoup de choses. Merci. J'ai une question concernant le staff qui était vraiment
le remplacement de la réserve parlementaire, bon, la première chose à voir, c'est que quand ça a été établi, la réserve parlementaire, si je me souviens bien, montait à 3 millions d'euros. Et avec l'implication du staff, le budget a été réduit mondialement à 2 millions Mmh. d'euros. Et puis, à la suite, avec la pandémie, le rythme de staff a été annulé pour cette année particulière pour prendre les ressources et les mettre à l'aide Covid. Euh, il y a bien sûr toutes ces petites associations qui peuvent faire des démarches extraordinaires pour présenter des dossiers sur des projets à base de recevoir une aide. Et puis, avec le recul ou l'avance du staff qui est tombé en même temps que la préparation des bourses scolaires, la préparation du CCPS qui a vraiment débordé l'agent qui s'occupait de ça, sur 6 projets qu'on avait avancés, il n'y en avait qu'un qui a été accepté. Et là, je viens de recevoir un mot de l'agent que nous allons, jusqu'à demain, la possibilité d'avancer les 5 dossiers qui ont été refusés pour avoir une aide de OLES. Mais c'est vraiment... qu'est-ce qui s'est passé avec le staff, le fait que les décisions locales qu'on prenne finalement arrivent d'être ignorées quand ils arrivent à Paris. Parce que l'administration a repris la main finalement sur ce budget complètement. Moi, c'est la façon dont je vois les choses. Je pense que c'était une décision complètement démagogique de supprimer la réserve parlementaire. Je peux vous assurer que si par le passé, il y a eu des dérives, peut-être, depuis mon arrivée en 2011 au Sénat, celle-ci était parfaitement impossible. D'abord parce que toute demande qui était faite, qui remontait généralement par les élus, les associations, enfin tous ceux qui se manifestaient auprès de nous, devait être faite sur la base d'un devis, une estimation donc des dépenses. L'ensemble des dossiers étaient présentés à la commission des finances, qui validait ou non les dossiers présentés. Ensuite, l'argent a été débloqué via le consulat, qui contrôlait donc le fait qu'il y ait bien un compte en banque sérieux et ainsi de suite. Et ensuite, on avait le retour des dépenses faites, qui étaient en phase avec le devis qui avait été présenté. Tout était affiché sur le site du Sénat. Et bon, moi, par exemple, j'ai réparé le toit de l'Alliance française au Népal. Il n'y a pas beaucoup de Français au Népal pour dire que l'Alliance française, le toit allait passer à travers et qu'on allait perdre la seule présence française qui existait dans ce pays avec toutes nos archives et ainsi de suite. Bon, c'était une dépense essentielle qui n'a pas coûté grand-chose, mais qui a été faite. Je n'ai pas de grands électeurs au Népal. Je n'y suis jamais allée, mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était très important. Ce que je veux dire là, c'est que on est passé de ce système où nous avions la possibilité, de façon tout à fait transparente, de dépenser l'argent public auprès d'un grand nombre d'associations, à un système quelque peu clientéliste, parce que localement, les uns et les autres vont forcément pousser des associations ou des projets qui sont en ligne avec ce qu'ils font. Et puis, l'administration qui, in fine, décide si c'est bien ou pas, avec des critères qui sont tellement compliqués que finalement, beaucoup de monde n'y a pas droit. Voilà. Et donc, on passe à côté, finalement, l'aide qui était apportée auparavant à un réseau important d'associations qui aujourd'hui se délite. Et je pense que c'est tout à fait déplorable parce qu'on est quand même à un moment de déshumanisation globale à cause de cette pandémie et où on a besoin des associations peut-être plus qu'avant, on a besoin des élus locaux plus qu'avant. Parce qu'on a besoin de ceux qui sont là, qui sont capables de voir, d'écouter, de travailler, de conseiller, de suivre et ainsi de suite. Et donc, c'est le délitement de cela. Donc, en effet, l'argent n'a pas été dépensé. Je crois qu'il le sera de moins en moins. Et donc, ça permet au ministère de continuer à faire des économies sur le dos de ce réseau, associatif. Et c'est vraiment dommage.
D'autant que sincèrement, il n'y a pas beaucoup plus de transparence parce que maintenant, comme l'argent n'était pas dépensé, on l'a donné à des OLS. Alors c'est très bien, hein, mais qui contrôle les attributions, comment l'argent est attribué? Il n'y a pas de commission qui demande à chaque OLS de donner le détail de pourquoi l'un a reçu plus que l'autre. Donc, c'était une décision démagogique. Je ne sais pas à qui ça fait plaisir, mais en tout cas, beaucoup en souffrent aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer. Je ne pense pas que le système va être pérenne. Les élus ont beaucoup, beaucoup travaillé, notamment Yann Chantrel et d'autres, pour essayer d'abord de changer les critères, d'améliorer le système qui était vraiment complètement tordu au départ. Il y a eu des grosses améliorations qui sont faites, mais franchement, je ne sais pas quel va être son avenir. Je ne suis pas très optimiste. Merci. Voilà, je note qu'on arrive à la fin de l'heure. Je crois qu'on va conclure la réunion publique. Je remercie la sénatrice Hélène Conway-Mouret d'être venue participer, mes colistières et colistiers de ma liste. Donc, je suis très fier de votre participation et votre confiance en moi. Et je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cette réunion très informative. Alors, bonne journée à tous. Merci Charles. Merci Serge pour votre invitation. Et je crois que je vous ai parlé du fond du cœur avec sans langue de bois, vous aurez pu remarquer. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci et bonne journée à vous.